Lecture du livre de Robin Philpott, Rwanda, crime, mensonge et étouffement de la vérité, chapitre 5. Un scénario qui se répète. Père Guy Pinard, Père Claude Simard, le Congo, Kibeho. Claude Simard, de l'ordre des Sainte-Croix, a été assassiné le 18 octobre 1994 à Ruyenzi, dans le sud du Rwanda. Son assassinat ressemble à celui du père Pinard. L'opération d'étouffement dans les deux cas suit un même scénario. Seule différence, l'assassinat à coups de marteau du père Claude Simard par des tueurs du FPR est bien documenté grâce au cinéaste Ivan Pautry. Ce dernier en a parlé dans un reportage à l'émission Le Match de la vie du réseau TVA, dans le film Chronique d'un génocide annoncé et dans un article de la presse du novembre 1996. Ivan Pautry montre que des tueurs du Front patriotique rwandais ont tué le père Simard à coups de marteau alors qu'il s'était rendu à Kigali pour se plaindre des disparitions et des assassinats dans sa commune. Après l'assassinat du père Simard, le gouvernement du FPR a accusé des miliciens de l'ancien régime d'avoir perpétré les crimes. Ivan Pautry déclare: quant aux enquêteurs nommés par le Front patriotique rwandais, ils ont passé 2 jours à Urenzi, puis on n'a plus attendu parler d'eux. Pour ce qui est du Canada, il n'a strictement rien fait, gardant un silence de mort, même si une enquête réalisée par le capitaine Tim Asberg des forces de l'ONU au Rwanda a établi que la décision de tuer le père Simard avait été prise à un niveau supérieur de l'administration du FPR. Il a montré aussi que l'enquête officielle des autorités rwandaises n'a servi qu'à étouffer l'affaire. Entre-temps, le Canada n'a jamais cessé d'envoyer des millions de dollars d'aide au Rwanda, ni d'exiger que la lumière soit faite sur ces meurtres d'un citoyen canadien. Le père Simard s'est plaint des assassinats et des disparitions auprès de Seth Sendashonga, ministre de l'Intérieur du gouvernement du FPR établi en juillet 1996. Seth Sendashonga a été limogé en août 1995 à cause, entre autres, des centaines de lettres de plainte sur des exactions meurtrières de l'armée rwandaise. Il a adressé ses plaintes au ministre de la Défense Paul Kagame. Exilé par la suite à Nairobi, Seth Sendashonga a été tué par un commando du FPR le 16 mai 1998, après qu'une première tentative d'assassinat par le FPR eut échoué. Le scénario se répète inlassablement depuis l'invasion du Rwanda le 1er octobre 1990, c'est lit comme suit: crime, mensonge et étouffement de la vérité. Le FPR commet des crimes graves et accuse à tous les coups continuellement les génocidaires et extrémistes Hutus. Parmi ces crimes, signalons l'élimination systématique de tous ceux qui représentent une éventuelle opposition politique valable, de tous ceux qui refusent de se plier et qui exigent un Rwanda démocratique, et de tous les leaders politiques Hutus ou Tutsis contestataires, sans oublier les intellectuels Hutus. Lorsque quelqu'un découvre la vérité et met le FPR et les instances internationales au défi d'expliquer les morts et les disparitions, celui-ci l'élimine et accuse l'autre partie d'avoir perpétré le crime. Quand le crime est assez retentissant, comme l'attentat contre l'avion présidentiel, l'accusation contre les Hutus extrémistes est lancée en même temps que l'acte militaire lui-même. De leur côté, la plupart des autorités internationales officielles, dont la diplomatie canadienne, ferment
invariablement les yeux sur ces crimes et protège coûte que coûte le régime du FPR à Kigali. Le père Guy Pinard a été assassiné le 2 février 1996, deux mois avant se remettre. Le Canada sous Jean Chrétien participait déjà à une opération majeure visant ni plus ni moins à camoufler l'invasion du Congo par l'armée rwandaise et les massacres des réfugiés et des Congolais. À la mi-octobre 1996, l'armée rwandaise a traversé la frontière du Zaïre, aujourd'hui le Congo, et bombardé massivement les réfugiés rwandais sans défense qui s'étaient dans des camps qui comptaient 2 millions de réfugiés. Leur objectif déclaré était double et doublement illégal: forcer le retour au Rwanda des réfugiés et pourchasser les dirigeants politiques de l'ancien régime. Un bombardement de camps de réfugiés par le régime, même que les réfugiés fuyaient sous la surveillance du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Ça ne s'est jamais vu auparavant. Les voix s'élevèrent notamment en Europe et en Afrique en faveur de l'envoi d'une force internationale d'interposition sanctionnée par l'ONU pour protéger les réfugiés. La France et l'Afrique du Sud se portèrent volontaires pour en assurer les commandements. Mais les États-Unis ne l'attendaient pas ainsi. À la demande de Washington, Jean Chrétien décida, après avoir vu des images à la télé avec sa femme Aline, c'est lui qui l'a dit, d'annoncer que le Canada souhaitait diriger une telle force et qu'il réussirait à convaincre les États-Unis d'y prendre part. Il était convenu que Washington se laisserait convaincre par Jean Chrétien. De cette manière, la force serait mise sur pied. Mais la France serait tenue à l'écart, une vraie mise en scène. La force internationale qui aurait pu sauver des centaines de milliers de Rwandais et empêcher une horrible guerre au Congo comptait environ 10 000 troupes, dont 90% des effectifs venaient des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. La force a été établie, même déployée jusqu'à Kampala, en Ouganda, en décembre 1996. Son commandant était le général canadien Maurice Barril, ancien supérieur de Romeo en 1994 au département des opérations de maintien de la paix de l'ONU et futur chef d'état-major de l'armée canadienne. Mais cette fameuse force est mort-née. Le 12 décembre, Raymond Chrétien, envoyé spécial de l'ONU dans la région et neveu du Premier ministre du Canada, a informé le Conseil de sécurité que la force multinationale n'était plus nécessaire, car le problème des réfugiés était sur le point d'être réglé. En même temps, le général Barril, qui a passé une demi-journée dans l'est du Congo, escorté par un officier rwandais Tutsi, a demandé au Canada de retirer la force internationale, car, selon lui, il n'y avait plus de réfugiés rwandais. Le général Barril a menti. La réalité était tout autre. Des centaines de milliers de réfugiés rwandais demeuraient au Congo, dont un très grand nombre allaient mourir aux mains de l'armée du FPR. L'armée rwandaise, secondée par les armées burundaises et ougandaises, avait maintenant la voilée pour prendre le contrôle du Congo, le mettre à feu et à sang et accaparer ses énormes richesses. Son prétexte, comme toujours, la chasse aux extrémistes Hutus. Des militaires et des diplomates canadiens ont, avec d'autres, facilité l'invasion. La guerre et les crimes au Congo. Des militaires et des diplomates canadiens ont, avec d'autres, facilité l'invasion, la guerre et les crimes au Congo. Dans ce contexte de guerre d'envergure et d'étouffement des crimes massifs au Congo,
L'assassinat du père Pinard en même temps n'a pas pesé lourd dans la balance canadienne. Une petite, un petit communiqué des affaires étrangères, une lettre mielleusement du gouverneur général et vite tout est balayé sous le tapis. Restons au Congo. Dans la foulée du lynchage raté pendant la campagne électorale, André Noël a déclaré sur les ondes de RDI le 4 avril 2007 que les 4 millions de morts au Congo ne pouvaient être comparés à ceux du génocide rwandais de 1994 car ils n'avaient pas été massacrés à la machette et à la grenade ou avec des fusils. Il s'agissait essentiellement des famines. André Noël s'est fourvoyé. Le rapport de la Commission internationale non gouvernementale sur les violations massives des droits humains en République démocratique du Congo, produit en 1988 par l'Organisation des droits et démocratiques du Canada, située à Montréal, est catégorique à ce sujet. Il s'agissait d'actes de génocide perpétrés par l'armée du FPR. Pour en savoir plus, André Noël devrait rencontrer Marie-Béatrice Umutezi, auteure de Fuir ou mourir au Zaïre, et conférencier à Montréal en juin 2007. Avec des centaines de milliers de Rwandais, surtout femmes et enfants, Madame Umutezi a traversé la République démocratique du Congo à pied jusqu'au Congo-Brazzaville. Pourchassée par l'armée du FPR, elle s'est trouvée dans un camp à Bukavu, près de la frontière rwandaise, lorsque celle-ci a été attaquée à l'arme lourde et détruite le 2 novembre 1996. Elle était dans la forêt quand le général Baril a déclaré qu'il y avait plus de réfugiés. Nous étions environ 500 000 personnes à ce moment. Des petits avions nous survolaient et nous croyions que la communauté internationale allait nous protéger. En fait, ces avions informaient l'armée du FPR de nos mouvements dans la forêt pour qu'elle puisse nous trouver et nous tuer. Rendus au camp de Tingi, à 300 km de la frontière rwandaise, les réfugiés ont été attaqués de nouveau le 2 février 1997 par l'armée du FPR qui a détruit les camps. L'histoire s'est poursuivie pendant de longs mois. Chaque attaque faisait des milliers de victimes, principalement des femmes et des enfants. André Noël devrait aussi demander des cours sur la façon de mourir à une Rwandaise du nom de Marie. Cette dernière m'a écrit en 2003 après avoir lu « Ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali. Merci d'avoir osé dire la vérité. Je suis une Rwandaise, actuellement de nationalité française après tant de misère dans les camps du Zaïre. J'ai perdu toute ma famille. En 1994, ma sœur Audrey a été coupée en morceaux devant ma fille de 3 ans. Cette fillette est morte plus tard dans la forêt du Zaïre. Quand les militaires rwandais faisaient la chasse aux réfugiés Hutus, mon frère Bernard a été tué à l'arme blanche en 1994 par les infiltrés du FPR. Mon beau-frère Jean aussi. Le reste de la famille a été décimé dans les camps du Zaïre, sauf ma sœur Hélène, tuée après le répatriement forcé des réfugiés. Ma vieille maman de 81 ans a été tuée au Zaïre atrocement par les Tutsis. Au total, nous étions 5 dans ma famille, plus de 50 dans la famille élargie. Je suis la seule qui est restée. Je suis marqué à vie de ne pas avoir au moins la chance d'enterrer les miens, de faire les deuils. Je ne connais même pas la date de leur mort. Personne ne les a enterrés. Pas de tombe, pas d'anniversaire. Pas d'anniversaire. Moi-même, j'ai été sauvé par miracle.
Beaucoup de gens connaissent la vérité sur le génocide rwandais, mais personne n'ose parler de peur, de peur du gouvernement rwandais et surtout des Américains. André Noël pourrait peut-être également adresser des remontrances à sa sœur Marie-Claire Niragire, elle qui a réussi à survivre alors que toute sa famille a été tuée par le FPR sous la bienveillante surveillance de la communauté internationale. Dans une lettre personnelle, elle écrit: Où étais-tu, Seigneur, quand on bombardait les camps Où étais-tu, Seigneur, quand on bombardait les camps des réfugiés, quand les enfants, les malades et les vieillards étaient déchiquetés par des bombes, quand la guerre de Kabila 1996 et de ses alliés rwandais a commencé, nous avons pris la fuite vers l'intérieur du Zaïre. Nous avons marché plusieurs kilomètres sans manger ni boire. Des Tutsis nous pourchassaient partout. Ils ont payé pour que des gens fouillent partout et nous trouvent dans nos cachettes. Ils ont tué beaucoup de réfugiés à la machette ou par des grenades ou des roquettes. Des dizaines des dizaines de témoignages similaires me sont parvenus sans sollicitation et sans espoir de publication. Le seul espoir de leur auteur est surmonter la douleur provoquée par tant de morts. Le fil conducteur de tous ces témoignages. Pourquoi les uns peuvent-ils pleurer leur mort, faire leur deuil et recevoir la compassion de la communauté internationale, tandis que les autres sont des damnés, des parias, des gens indignes de compassion qui n'ont pas le droit de pleurer et de faire le deuil de leur mort. Le massacre au camp de réfugiés internes à Kibeo, dans le sud du Rwanda, le 22 avril 1995, suit le même scénario: crime, mensonge et étouffement de la vérité. Dans un livre rédigé avec le journaliste François Bougingo, le général canadien Guy Toussignan, qui remplaçait Romero Dallaire à la tête de la mission des Nations Unies, par l'assistance du Rwanda, qualifie le massacre de Kibeo de son pire échec. La description qu'en font Toussaint et Bougingo fait frissonner. L'armée du FPR avait décidé de fermer ces camps de réfugiés internes qui comptaient plus de 150 000 personnes, entassés sur une seule colline. Selon le général Toussignan, l'actuel président Paul Kagame aurait donné aux militaires l'ordre d'attaquer, aurait tué 4000 personnes sans défense. La manipulation des chiffres est presque aussi ahurissante que les chiffres eux-mêmes. Le général Toussignan avait la responsabilité d'évaluer les dégâts. Son équipe médicale lui avait remis un premier rapport chiffrant le nombre de morts à 3840. De sachant inférieur à la réalité, Toussignan aurait arrondi les chiffres à 4000 et l'aurait communiqué aux journalistes. Le président du Rwanda serait intervenu et aurait donné le chiffre de 300 victimes. Devant la contradiction, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de mission Saharia M. Khan aurait alors dit à Toussignan: tout cela sent mauvais, essayons de réduire les chiffres. Un général britannique dépêché sur les lieux aurait ensuite estimé à 2000 le nombre de morts, et c'est en évaluant la superficie des fosses communes, méthode bien moins précise que celle de l'équipe médicale du général Toussignan. Le chiffre de 2000 est ainsi devenu le chiffre officiel. Toussignan affirme que ce chiffre est faux, mais pour des raisons politiques et pour accorder une chance au gouvernement rwandais, il a fallu mentir ou, pudiquement, se contenter d'une demi-vérité, la moitié ou moins des victimes. Pourtant, pour sa part, le lieutenant Abdul Ruzibiza du FPR affirme qu'il y a
eu plus de 6000 victimes. L'étouffement de la vérité sur Kibé-O ne se limite pas au maquillage des chiffres. Les images du massacre et les chiffres ont paru dans les grands médias. Normalement, les bailleurs de fonds du Rwanda auraient dû réagir en coupant l'aide à ces pays, comme ils l'avaient fait avec bien moins de preuves à l'égard du gouvernement précédent du président Habyarimana. Mais non, l'ambassadeur du Canada Bernard Dussault, qui avait de très bons rapports avec le gouvernement rwandais, a proposé à Kigali de créer une commission d'enquête internationale sur le massacre de Kibé-O. L'ambassadeur Dussault a dit: pourquoi ne mettrait-on pas sur pied une commission d'enquête internationale sur pourquoi ne mettrait-on pas sur pied une commission d'enquête internationale pour rassurer tous les bailleurs qui vont pas manquer de servir de cet incident pour couper les robinets financiers déjà peu alimentés. Le général Toussignan conclut: la commission s'est réunie et donna un rapport conciliant qui tira une douloureuse épine du pied du pouvoir de Kigali. En effet, la commission mit 10 jours pour réaliser son étude et rédiger ses rapports. Remis au gouvernement le 18 mai 1995, elle déchargea la haute direction civile et militaire de toute responsabilité, partagea la responsabilité des morts entre l'armée et les personnes déplacées, évita de traiter du nombre de morts et recommanda la reprise de l'aide internationale, ce qui fut fait. Voilà donc la manière canadienne, dans la merde, vite une commission d'enquête pour enterrer l'affaire. Voilà donc la manière canadienne. Dans la merde, vite une commission d'enquête pour enterrer l'affaire.